Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la configuration de Ubuntu Server. Ubuntu Server fonctionne uniquement en ligne de commande. En tant qu'administrateur de réseau, vous devez être en mesure de configurer ses paramètres TCP/IP, notamment son adresse IP, son masque de sous-réseau, la passerelle, les serveurs DNS, etc. Cela est la suite de la vidéo 10 que vous pouvez regarder sur notre chaîne, où nous avons configuré les clients Linux et Mac OS. À la fin de ce lab, l'objectif 1.10 Verify IP Parameters for Client OS, Windows, Mac OS, Linux sera entièrement couvert. L'objectif 1.10 de la certification Cisco CCNA, bien évidemment. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de configurer, vérifier les paramètres TCP/IP sur Ubuntu Server. Par la suite, vous devez être capable de vérifier la communication entre les clients et le serveur dans le même LAN. Et pour terminer, nous allons nous connecter enfin en SSH au serveur web que nous allons installer pendant ce lab. Ce sera le serveur web Apache. Et nous allons énumérer en bonus les services qui s'exécutent sur le serveur depuis le client Windows à l'aide de l'outil Nmap ou Zenmap en mode graphique. Pour atteindre nos objectifs, nous reprenons l'architecture de la vidéo précédente. Architecture dans laquelle le serveur Ubuntu est connecté au même réseau local dans VMware que Windows 11, Linux Ubuntu client et Mac OS. Il aura pour adresse IP 192.168.10.10 et doit être accessible aux clients du réseau local. Regardons tout ceci en pratique. Très bien, nous sommes dans le serveur Ubuntu et pour vérifier cela, nous pouvons bien confirmer que le hostname de notre équipement est bien le serveur SRVDC01, nous l'avons appelé ainsi. Quelle est son adresse IP actuelle? Nous allons saisir la commande IP address et nous pouvons remarquer que la ligne 2 nous montre que nous avons une carte Ethernet ENS33. La carte ENS33, dans sa troisième ligne, nous montre que nous avons une adresse IP qui est 192.168.10.29/24. Donc, nous sommes dans le bon réseau local, sauf que cette adresse IP a été apprise de façon dynamique. On peut voir le mot-clé dynamique plus loin. Donc, un serveur doit avoir une adresse IP permanente. Et pour définir de façon permanente une adresse IP ou les paramètres TCP/IP dans Ubuntu Server, nous devons utiliser l'outil NetPlan. Depuis la version 17.0.4, Ubuntu utilise NetPlan pour la configuration du réseau. Cette mise à jour permet surtout d'automatiser la configuration des systèmes en utilisant le langage YAML. Ce langage utilise un système clé-valeur que nous allons voir par la suite. Alors, allons regarder l'emplacement du fichier YAML qui contient la configuration actuelle de la carte réseau Ethernet qui nous intéresse. En rentrant dans l'arborescence d'Ubuntu, on va faire cdetc pour l'accès au répertoire qui contient les fichiers de configuration et nous allons sélectionner le répertoire NetPlan là-dessus. Là, nous sommes dans le répertoire NetPlan, nous pouvons lister son contenu et nous remarquons que là-dedans, il y a un fichier qui s'appelle 50-cloud-init.yaml. Si nous affichons son contenu avec l'éditeur Nano, on va l'afficher directement avec les droits administrateurs pour pouvoir l'éditer. Sudo nano 50, je tabule pour avoir le complément. Là, j'ai ouvert le fichier YAML qui contient la configuration par défaut de notre carte réseau ENS33. On peut remarquer que c'est bien une carte réseau Ethernet. Remarquez l'indentation dont je vous parlais avec le langage YAML. Donc, la plus grande clé qui est au-dessus, c'est Network. Et en dessous, vous avez les clés comme version,
Ethernet. Toutes les cartes Ethernet sont listées sous Ethernet. Ensuite, toutes les cartes Wi-Fi sont listées sous Wi-Fi. Ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir éditer ce fichier de configuration et de lui dire que nous ne sommes plus en DHCP, mais nous sommes en mode manuel. Pour cela, nous allons définir la valeur de DHCP à false. Et une fois que nous avons défini la valeur de DHCP à false, nous allons à la ligne, mais surtout nous nous rassurons en utilisant les espaces par la tabulation que nous sommes bien en dessous d'Ethernet et nous sommes en train de configurer la carte Ethernet ENS33. C'est pourquoi il faut être absolument en dessous de ENS33 pour définir les paramètres liés à ENS33. Nous allons donc dire que nous voulons définir l'adresse et nous mettons le 2 points. Nous mettons le 2 points. On crée un espace et après l'espace, nous allons ouvrir les crochets et refermer. Et à l'intérieur, nous allons mettre la valeur de l'adresse IP qui est 192.168.10.10 comme nous l'avons vu avec le masque de sous-réseau /24. Une fois ceci fait, nous retournons à la ligne et nous devons définir la passerelle par défaut. La passerelle par défaut s'aligne toujours s'aligne au même niveau que l'adresse. Donc, nous allons dire que nous voulons transiter par la route. On utilise le mot-clé route. On transite par la route en disant que si nous avons un paquet à destination de tiret, parce qu'on peut avoir plusieurs routes, on va utiliser le mot-clé to. Après le to, on va laisser un espace. To, 2 points, espace, default. Donc, default. On va retourner à la ligne et chaque fois, on va toujours refaire l'espace. Et en dessous de tout, on va dire to default. On va dire via. On va sortir via. C'est ici qu'on précise l'adresse IP de la passerelle qui est 192.168.10.254. Par la suite, nous devons créer de nouveau les espaces et bien s'aligner avec addresses, routes, pour définir les serveurs DNS si on a plusieurs, ou le serveur DNS. Name servers, 2 points également. Et une fois que nous avons défini le 2 points, on va aller à la ligne et en dessous de name servers, on va définir la liste des adresses avec 2D, c'est en anglais, addresses. Et une fois de plus, nous allons ouvrir et fermer les crochets. Et à l'intérieur, on va dire que le serveur DNS, pour notre cas, est bien 10.254. Ceci étant fait, le serveur Nano, lorsqu'on a fini l'édition, on enregistre en faisant CTRL-O, comme vous pouvez le voir raccourci clavier dans le bas de page. Je fais CTRL-O, il me demande est-ce que je confirme le nom. Je dis oui en validant avec entrée. Et ensuite, je fais CTRL-X pour sortir du fichier. Une fois que je suis sorti du fichier, je peux tester la configuration que je viens de faire sans l'appliquer en exécutant la commande netplan espace try. Quand je fais try, il me dit qu'il ne peut pas le faire parce que la permission n'est pas donnée. Il faut passer par sudo, évidemment. Il me dit non, il y a un problème dans la configuration. Donc, il dit que l'indentation n'est pas correcte au niveau du mot-clé via. Donc, je vais aller corriger cela. Nous allons corriger cela en retournant dans le fichier en mode d'édition, sudo nano, voilà. Et donc, en retournant dans le fichier, on peut remarquer qu'il y avait une erreur d'indentation au niveau de via. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller corriger cela en ramenant via en dessous de tout. Et une fois ceci fait, je vais de nouveau faire CTRL-S pour enregistrer, CTRL-X pour sortir. Une fois quand je suis sorti, je relance ma commande try avec netplan
et il me dit la configuration. Cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur de configuration d'indentation. C'est pas qu'il n'y a pas d'erreur de configuration. Il n'y a pas d'erreur d'indentation selon le langage YAML. En ce moment, je peux valider ou bien je peux annuler. Je valide en appuyant Entrée et il me dit la configuration est acceptée. Je dois rappeler la commande netplan pour lui demander d'appliquer sur la carte réseau ce que je viens de définir comme paramètre. Voilà, l'application étant terminée, je peux vérifier en faisant IP address que la nouvelle configuration est bien celle que j'ai définie. On peut remarquer que cette nouvelle configuration est bien 10.10/24 dans le sous-réseau 10.0. Ceci étant dit, testons la communication entre cet hôte et le réseau extérieur. Par exemple, ping sur le site web, notre future plateforme de formation en construction. Et nous remarquons que le serveur a bien accès à l'extérieur. Est-ce qu'il communique correctement avec les autres du réseau local? Si vous vous souvenez, l'adresse IP de l'une des machines, notamment le client Ubuntu, était 10.35 que nous avons défini dans le lab précédent. Et la machine Windows est en .28. Donc, si je fais ce ping, ceci montre clairement que, je fais CTRL-C pour interrompre, ça montre clairement que la configuration que nous venons de mettre en place fonctionne correctement. Retournons à présent dans le client Windows. Avant d'aller dans le client Windows, vérifions que le service SSH est bien actif. Pour vérifier que le service SSH est bien actif, vous vous posez peut-être la question, quand est-ce que je l'ai installé? Après avoir installé le serveur Ubuntu, pendant l'installation du serveur Ubuntu, autant pour moi, j'ai activé le module OpenSSH qui a permis d'installer le service SSH sur le serveur Ubuntu. Donc, si vous devez reprendre le même TP, SSH peut s'installer soit pendant l'installation du serveur, soit avec la commande apt install, comme nous verrons tout à l'heure avec le service Apache. Rapidement, donc, système CTL, et on va demander si le service SSH est actif, et il nous répond que ce service est bien actif. Donc, comme il est actif, vérifions à présent que le service est en cours d'exécution. Pour cela, nous aurons besoin de la commande systemctl status suivi du nom du service. Je pense que je me suis trompé dans la saisie. C'est bien systemctl. Voilà. La sortie de la commande nous montre que le service est bien actif, en cours d'exécution. Même si vous voyez le mot-clé disable, il signifie simplement que si le système d'exploitation redémarre, le service SSH ne va pas se lancer automatiquement. On peut l'activer avec une autre commande avec le mot-clé enable. Ce qui nous permet de dire que le service SSH est bien actif et en cours d'exécution. Allons dans le client Windows qui est dans le même réseau local que lui et utilisons un outil simple qui s'appelle le PuTTY qui nous permettra de nous connecter en SSH. C'est bien connection type SSH 192.168.10.10, c'est l'adresse IP du serveur que nous avons défini. Pour le moment, on ne regarde pas tout ce qui se passe autour là. Et on fait Open. Et lorsqu'on fait Open, il nous demande si on veut ajouter la clé dans le buffer, dans le cache de notre client SSH, ou alors on veut se connecter sans l'ajouter. Bon, on va dire qu'on l'ajoute pour la première fois. Comme ça, les autres fois, la question ne nous sera plus posée. Et le login qu'on va utiliser pour se connecter est formation. Et une fois le login saisi, on va saisir le mot de passe. Ça ne s'affiche pas, c'est logique. Nous sommes sous Linux et puis les mots de passe ne s'affichent pas lorsqu'on les saisit. Nous voici dans le serveur Ubuntu que nous avons configuré là. Il est bien disponible en SSH ici.
et nous pouvons, depuis le client Windows, administrer notre serveur à distance. Vérifions que nous avons par exemple le bon hostname que nous avons vu tout à l'heure. C'est bien cela. Vérifions que notre adresse est bien, IP adresse est bien sur la ligne 2. Nous voyons que c'est bien 10.10. Donc, tout va bien. Donc, c'est bien 10.10, c'est notre serveur. Nous avons bien accédé au serveur en SSH. Nous pouvons continuer cela avec le service Apache que nous allons rapidement installer. Pour l'installer, pour installer un logiciel sur Linux, en général, le processus consiste à exécuter la commande en mode administrateur et appeler apt install. Nous voulons installer Apache. Il nous demande le mot de passe, ce qui est correct. Et le processus d'installation nous pose la question, est-ce que nous autorisons que l'espace disque équivalent à environ 8 mégaoctets soit utilisé? Nous allons dire oui. Et l'installation va se faire de façon très simpliste. Et une fois l'installation terminée, nous allons pouvoir reprendre la main. Voilà, c'est presque fait. Et Apache est maintenant installé sur notre serveur Ubuntu. Exécutons à présent quelques commandes pour vérifier. Non, d'abord pour autoriser le service Apache dans le pare-feu. Nous sommes toujours en SSH, donc je fais sudo uncomplicated firewall, c'est ce que ça veut dire UFW. Ensuite, je dis que Apache est autorisé. Voilà, il me demande le mot de passe. Admin, voilà, c'est fait. Les règles apparemment étaient déjà ajoutées. Ensuite, on va vérifier que l'application est bel et bien active. Donc, sudo systemctl. Et on va poser la question au système. Est-ce que Apache 2 est bien actif? Il nous dit oui, Apache 2 est actif. On va lui demander cette fois-ci de démarrer Apache 2 au cas où Apache n'est pas encore démarré. Systemctl start Apache 2. Voilà, le système va démarrer le service Apache. On va aller vérifier que Apache est bien dans la liste des services en cours d'exécution, donc list unit. Et je vais mettre l'option type égale service et l'état égale running. Voilà, à partir d'ici, vous pouvez remarquer avec moi que nous avons bien les services liés au serveur web Apache qui sont à l'état running ici. Et plus bas, nous pouvons remarquer également que le service SSH est bel et bien aussi à l'état running. Je vais faire CTRL-C pour interrompre l'exécution de la commande. Ceci dit, on peut maintenant aller dans les clients pour vérifier que le service est bel et bien fonctionnel. Donc, en ouvrant le navigateur Firefox, par exemple, voilà, et en saisissant, je l'ai déjà fait précédemment, donc on se rend compte qu'on arrive bien sur la page d'accueil d'Apache 2, qui est la page par défaut. Elle s'affiche parce que nous n'avons pas encore de site web hébergé sur ce serveur. Donc, Ubuntu et son serveur Apache sont bien fonctionnels. Regardons rapidement comment on peut faire pour scanner les ports qui sont en cours d'exécution sur notre serveur afin de conclure cette vidéo.
Pour cela, j'ai prévu qu'on fasse rapidement un tour vers l'outil ZenMap. ZenMap, c'est l'équivalent de Nmap, mais en mode graphique sous Windows. Vous pouvez le télécharger également sur son site officiel, sur le site officiel de nmap.org. Le lien pour Windows est bel et bien là. Vous pouvez le télécharger, c'est relativement simple à installer. Et là, je vais l'exécuter pour qu'on regarde quels sont les services qui sont en train de s'exécuter sur notre serveur Ubuntu. Donc, je vais saisir l'adresse IP du serveur Ubuntu 192.168.10.10 et je vais lui demander de faire un scan intense. On va laisser le scan intense et on va attendre de voir quels sont les résultats. Voilà, nous sommes arrivés au thème du scan. Les résultats sont sous nos yeux. Et si on clique sur port, on peut remarquer que d'après Nmap, nous avons deux ports qui sont ouverts sur le serveur Ubuntu. C'est les ports 22 et 80 qui correspondent bien au service que nous attendions. Et au niveau de la topologie, nous pouvons remarquer que l'autre à partir duquel nous exécutons ZenMap est dans le même réseau local, donc il y a un seul saut. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a juste une ligne droite entre l'autre qui exécute les ZenMap et le serveur que nous sommes en train de scanner. Donc, nous reviendrons là-dessus dans le cours de sécurité informatique plus amplement avec les différents types de scans que vous avez ici et nous ferons des choses de plus en plus intéressantes. Abonnez-vous, restez connectés à la chaîne. Nous poursuivons notre préparation au CCNA. À bientôt, c'était Monsieur P.